5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème, la présence des fleurs. Je vous propose une rencontre avec Réjeanne d'Espirac pour la parution de La puissance discrète des fleurs aux éditions Tana. Alors, la semaine dernière, j'avais déjà programmé les Beach Boys comme une intuition, en quelque sorte. Dans l'émission avec Alain Tellier, il se trouve qu'il est aussi un ami de mon invité. Alors, pour rentrer dans l'ambiance, on écoute God Only Knows. Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on. Believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be. Bonjour Réjeanne d'Espirac. Bonjour. Vous avez un joli nom qui sonne déjà comme une respiration. Vous deviez absolument venir dans cette émission. Alors vous êtes reporter dont le travail a été distingué par l'ONU. Vous allez peut-être nous en dire un peu plus. Et puis réalisatrice de documentaires, autrice. Et voilà, que peut-on dire sur... C'est déjà pas mal. Ça occupe déjà bien. D'accord, rien à ajouter. Non, vous évoquiez l'ONU, oui, c'était sur tout un travail pendant plusieurs années autour des questions de diversité et du droit des minorités. Et souvent on me demande, mais c'est quoi le lien entre tout ce travail sur les peuples autochtones ou la défense des droits humains et les fleurs ? Et je crois que le lien, c'est la qualité du lien qu'on tisse avec le monde. Et le fil rouge de mon travail depuis plus de 20 ans, je crois que je l'ai compris récemment, quand j'ai eu besoin de l'objectiver ou de le conscientiser, c'est cette qualité de lien et de regard qu'on tisse.
Oui, c'est le lien avec le vivant. Oui, de soi à soi, de soi à l'autre. Et aujourd'hui, avec le vivant, et en particulier avec ces formes de vie les plus folles, quoi, que sont les fleurs. Alors, j'ai noté cette très jolie phrase en début de livre. Certains courent, d'autres nagent ou marchent. Moi, je regarde les fleurs. Ouais, c'est venu comme une évidence, en fait, cette phrase-là et ce début de livre-là, parce que j'ai compris que je trouvais dans la contemplation, et dans la contemplation des fleurs en particulier, ce que d'autres vont chercher dans une activité physique, c'est-à-dire un moment d'ancrage, un moment d'oubli de soi, un moment de présence et de retour au corps, à la matérialité, à l'essentiel, et sûrement un moment de communion avec l'instant. Et les fleurs me procurent ça. Alors, à la manière d'un Dany Laferrière, ce livre est illustré par vos dessins, ce qui est très chouette. Et on va commencer par le début. C'est comme ça que les histoires commencent. Alors, j'aime bien lire un extrait des auteurs que je reçois parce que ça permet d'apprécier leur écriture. Alors, je me suis mise à acheter des bouquets lorsque la vie m'a malmenée. Alors que j'étais en train de tout perdre, mon couple, ma maison, mes repères, mon identité sociale et professionnelle, les fleurs sont devenues une absolue nécessité. Loin d'un plaisir futile d'euros mal dépensés, il fallait qu'elles soient là près de moi, comme la possibilité envers et contre tout d'un espace de beauté, d'une compagnie tendre et silencieuse, d'un langage sans mots, la grâce au milieu du chaos. C'est une histoire vraie. Oui, comme je l'ai dit aussi dans le livre, mon rapport avec les fleurs, au sens intime du terme, a commencé quand j'ai commencé à les dessiner. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, je me suis rendu compte que dès que j'avais un moment d'attente, comme beaucoup de gens aujourd'hui, je prenais mon téléphone portable. Et j'étais pas satisfaite de ça. Donc j'ai mis dans mon sac un petit carnet et des stylos. Et je me suis dit, quand j'aurai des pauses, je vais me remettre à dessiner. J'avais un rapport très intime avec le dessin enfant et je l'avais perdu de vue. Et quand ce petit carnet, ces stylos sont arrivés dans mon sac et que je me suis mise à dessiner dans les moments d'attente, je ne me suis mise à dessiner que des fleurs. Et des fleurs assez fragiles, assez graciles. Et un jour où j'ai montré ce carnet à une amie à sa demande, elle m'a dit, c'est intéressant ce que tu ressembles, parce que ce que tu dessines, parce que c'est ta sensibilité qu'on connaît quand on te connaît personnellement, mais qu'on ne voit pas forcément dans le personnage social que tu dégages. La grand reporter qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, qui passe d'un milieu à un autre assez facilement. Et elle avait raison. Et dans ce rapport à la fleur et au dessin de la fleur, j'ai commencé à m'intéresser aux fleurs, à voir qu'elles dégageaient pour moi, qu'elles représentaient ce symbole, cette possibilité d'une fragilité, d'une beauté qui n'est pas toujours facile à exprimer au quotidien. Et ça, c'est la première étape, et c'est aussi la raison pour laquelle, vous l'évoquiez, mon éditrice m'a demandé d'illustrer moi-même le livre. C'était pas prévu au départ, mais quand elle a lu cette histoire, elle m'a dit « Je veux voir vos dessins, je veux voir vos carnets ». Et quand je le lui ai présenté avec le travail d'illustratrice, de vraies illustratrices, elle m'a dit « Mais non, il n'y a rien à rougir et ça va être parfait ». Et dans cette continuité-là est arrivée l'histoire de ce gros moment de vie, de basculement comme on en a tous, avec des deuils familiaux, sociaux, professionnels, où j'étais en plein Covid, tout s'effondrait pour moi. Il fallait que je mette de l'énergie ailleurs que dans mon identité professionnelle, ce qui a été compliqué pour moi. Et dans ce chaos-là, encore une fois, les fleurs se sont invitées pour me rappeler que, quel que soit ce qu'on imagine du chaos de la vie, il reste des espaces de beauté, il reste des espaces de floraison et de refloraison, et que les fleurs sont aussi ce symbole de la beauté et de la cyclicité qui ne cesse de renaître, et que finalement la vie ne nous appartient pas, il faut juste d'en accepter le mouvement. Oui, on sent cette authenticité, vous parlez vrai dans ce livre, et ça me fait penser comme ça, cette histoire de dessin qu'en fait, quand on est petite fille, peut-être petit garçon aussi, mais finalement on dessine facilement des fleurs.
Je crois que les enfants ont ce rapport assez immédiat à la vie. Quand ils dessinent papa, maman, le chien, la maison et des fleurs. Ça va jamais chercher très loin, et je crois que dans mes dessins et dans le livre, j'avais l'envie de transmettre cette absolue proximité. Cette idée qu'il y a à portée de pas, à portée de regard, cette grâce minuscule qui nous entoure en permanence et que les enfants captent par leurs dessins d'enfants, et que moi, dans l'immédiatité de ces moments où je faisais des dessins en attente ou en vacances, finalement, dessiner des fleurs était un moyen comme un autre de nettoyer mon regard. Pour les fleurs elles-mêmes, mais beaucoup plus largement pour tout ce qui m'entourait. Donc dans le titre que vous avez donné à cette émission, il y a la présence des fleurs. Et pour moi, tout cet exercice d'écrire autour des fleurs ou de dessiner des fleurs, c'est un exercice de présence. C'est-à-dire, là, en regardant ce qui est là, en contactant ce que ça touche chez moi ou chez d'autres, parce qu'il y a des histoires de fleurs qui ne m'appartiennent pas dans le livre, mais que des gens ont accepté de me confier, on voit bien qu'elles incarnent ce surgissement soudain de la présence, du retour à soi, du retour à l'autre et du moment. À un moment, si on arrive à voir les fleurs qui sont autour de nous, on va voir beaucoup plus largement la situation. Nous parlions de Marie-Pierre Dillenseger, et en pensant à elle, je me disais, elle nous dit d'être attentive à ce que la vie nous propose chaque jour. Et finalement, le bonheur, il est vraiment dans des petites choses. Savoir apprécier. Ce matin, par exemple, sur mon balcon, j'ai découvert une petite rose que je n'avais pas vue dans un petit pot. Enfin, franchement, c'est un rosier survivant. Hein. Comment on peut mettre un rosier déjà sur un balcon? Voilà. Et il a fait une fleur. Et voilà, ça a enchanté ma journée. Et Marie-Pierre Dillenseger, qui témoigne dans le livre, elle m'a raconté que elle, quand elle part en balade, pour elle, c'est vraiment aussi un rendez-vous avec toutes les fleurs et avec toutes les plantes qu'elle va croiser en chemin. Et il lui arrive de refaire des promenades ou des marches qu'elle a déjà fait, mais elle sait que ça va être différent parce qu'elle ne sait pas quelle fleur va s'inviter dans sa balade du jour, et qu'elle se dit « Ah ben tiens, je vais peut-être revoir ceci, revoir celle-là », et puis c'est pas ça qui se passe, elle en voit d'autres. Et à chaque fois, pour elle, c'est vraiment une rencontre qui se joue à chaque marche dans la nature et à chaque fleur qu'elle va pouvoir rencontrer. Et ce qui est intéressant avec Marie-Pierre Dillenseger, qui est maître Feng Shui aujourd'hui, qui a une lecture du temps, de l'espace qui est très influencée par l'école chinoise et la tradition chinoise, elle a ses premières études, c'est des études d'agriculture. Et donc elle a appris aussi à regarder les fleurs dans leur technicité. Et leur technicité même est admirable en réalité. Quand on se rend compte de la précision du vivant, de l'adaptation du vivant pour continuer à vivre, la manière dont les fleurs mettent en place des stratégies pour continuer à être pollinisées, c'est fabuleux. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'elles s'adaptent en permanence. Si certaines fleurs ont des longs comme ça, tubes dans lesquels l'oiseau doit se plonger, c'est parce qu'elles s'adaptent à ces oiseaux qui ont des longs becs. C'est pas l'inverse. C'est les fleurs qui s'adaptent à leurs pollinisateurs. Donc il y a une intelligence du vivant à l'œuvre qui, même quand on est un technicien de la fleur, est admirable, ce qui n'est pas mon cas. Donc c'était intéressant d'avoir le regard de Marie-Pierre, parce qu'elle les voit aussi du point de vue technique, et les comprendre du point de vue technique n'enlève pas leur magie. Tout à fait. Alors pour fêter ça, on va écouter Duo des fleurs de l'Acmé avec Sabine Devieille et Marianne Crébassa. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes dans Respiration. Je suis aujourd'hui en belle compagnie avec Réjeanne d'Espirac pour son livre La puissance discrète des fleurs. Alors on effeuillait C'est vraiment ça, un peu beaucoup, passionnément. votre livre. Alors au fil des pages, on rencontre des fleurs, on rencontre des histoires aussi. Oui, parce que pour moi, c'était ça qui m'intéressait. En tout cas, dans la manière dont le livre est né, c'était comment moi-même, par des histoires de fleurs, par la fréquentation des fleurs, j'ai pu tisser à ma manière une forme d'art de vivre. Quand j'ai commencé à m'ouvrir de cette idée de livre autour de moi, plein de gens m'ont raconté leurs propres histoires de fleurs. Et derrière chaque histoire qu'ils me racontaient, il y avait une leçon de vie, il y avait une petite... quelque chose à glaner pour peut-être aller un peu mieux ou relativiser un moment, etc. Et donc je me suis dit au final, enfin ça s'est presque imposé à moi, que n'étant pas une technicienne des fleurs, pas biologiquement, pas même horticolement, ni même symboliquement ou énergétiquement, je voulais pas faire un bouquin technique qui explique aux gens comment aimer les fleurs, mais vraiment un bouquin d'histoire de fleurs et avec des informations aussi sur les fleurs qui l'une avec l'autre nous donnent à ressentir la présence et la saveur des fleurs à nos côtés. Et la référence pour moi et pour mon éditrice, c'était la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme, Oui. C'est-à-dire pouvoir comme ça transmettre des histoires, des petits morceaux de vie, des petites instantanées qui ont un lien avec une fleur pour pouvoir bout à bout redonner au global cette saveur de la vie à nos côtés. Est-ce que vous pourriez nous raconter une des histoires qui est dans le livre? Bon, Bien sûr, juste alors pour nous donner le... la première le qui, goût. qui me vient en tête, c'est qui est née comme ça, qui a surgi comme ça, comme si elle voulait absolument s'inviter dans le livre. J'étais au restaurant à déjeuner avec un ami qui est psychanalyste et qui me dit comme ça, mais tu sais, un jour, moi, j'ai été sauvée par une fleur. Je dis, comment on peut être sauvé par une fleur? Tu me racontes? Et en fait, cet homme a eu une enfance un peu difficile où il a été placé avec son frère en pension assez jeune. Et dans ce pensionnat, lui et son frère ont subi des violences, y compris des violences sexuelles. Donc un contexte assez difficile pour un petit garçon. Et de cette violence-là, connue très tôt, il avait acquis la certitude que le monde n'était que prédation. Et qu'il ne pourrait faire confiance à personne et à quoi que ce soit qui puisse être vivant, que ce soit un homme, une femme, un animal. Pour lui, le monde était prédation et c'était ça qui prévalait dans sa vision du monde. Et quand il a fini par sortir de cet enfer-là, il a été placé avec son frère dans une famille d'accueil en Alsace et il était chez des gens aimants, dans un quartier aimant. Et chez le voisin d'à côté, il y avait une pensée, une petite pensée violette. Et il s'est rendu compte, il a trouvé ça admirable, il est tombé en amour de la violette. Et il s'est rendu compte à ce moment-là que les hommes étaient capables de cultiver la beauté juste pour la beauté, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'utilitaire derrière, ou de l'ordre de la consommation, ou de l'utilisation du vivant. Et ça lui a redonné espoir que le monde pouvait être bon parce que des hommes cultivaient des fleurs juste parce qu'elles sont belles. Et cette fleur, c'était une pensée. Et cet homme est devenu un spécialiste de la pensée puisqu'il est psychanalyste. Oui, c'est très beau. C'est vraiment une fleur qui a un beau nom, qui a un nom qui nous fait réfléchir, une pensée. Oui, et puis c'est une petite pensée. Et c'est vrai que pour lui, c'était ce surgissement soudain. Et il s'est accroché à ce symbole. Et après, il a eu d'autres symboles et d'autres histoires avec des fleurs. Mais celle-là, il considère vraiment qu'elle l'a sauvé. Oui. Donc voilà une histoire. Il y en a plein d'autres. Oui, il y en a des super aussi. Enfin, il y en a d'autres qui sont super. Et donc, on passe par aussi des expériences sensorielles. Oui, c'était un peu le but, puisque le but d'histoire en histoire, de fleur en fleur, était de tisser un rapport au monde et ce qui nourrit notre présence au monde. Et dans ce qui nourrit notre présence au monde, il y a notre ouverture sensorielle au vivant. C'est-à-dire que plus on capte avec nos sens, plus on se laisse
pétrir, nourrir par tous les stimuli sensoriels qui viennent à nous, plus le sentiment de présence au monde et cette qualité de présence et d'assise et d'ancrage peut se développer. Et donc dans ces stimulus sensoriels, il y a une jeune fleuriste dans le livre qui témoigne de son rapport à la couleur, Oui. parce elle a fait les beaux-arts, mais elle a trouvé que devenir peintre l'enfermait, la coupait trop du monde, donc elle a décidé de devenir fleuriste, mais elle compose ses bouquets comme on compose une toile, et vraiment avec la forme et la couleur, et notamment la couleur, donc elle compose des bouquets de couleurs, et c'était important pour elle, donc voilà, aller saisir là la nourriture sensorielle du regard. Il y a aussi un grand parfumeur qui témoigne dans le livre, et qui lui est un homme de parfum depuis sa tendre enfance. Il est né, il a ce don-là, qu'il a dompté, cultivé, etc., jusqu'à pouvoir reconnaître n'importe quel parfum dans la rue. Et lui, il a encore ce rapport gourmand aux fleurs. Et quand il habitait aux États-Unis, qu'il travaillait pour des grandes marques de parfums aux États-Unis, un jour, il a appris que les fleurs de la Death Valley, qui n'éclosent qu'une fois tous les 10 ans au gré de fortes pluies, avaient éclos. Donc avec un botaniste, un chimiste, ils ont pris le premier avion pour pouvoir aller dans le désert d'Atacama, essayer de capturer ce parfum de fleurs. Et pour lui, les fleurs, et un jour dans le livre, il le raconte, il était en Crète ou en Grèce, et il était là et il se dit, ça sent le jaune. Et il n'y avait pas de choses flagrantes jaunes autour de lui, puis il s'est mis complètement par terre, et il a vu qu'il y avait de toutes petites fleurs jaunes. Donc, et il rappelle cet homme que le parfum, et notamment le parfum des fleurs, sont absolument indispensables à notre rapport au monde, que le parfum, les mémoires sensorielles qu'on a nourrissent notre relation au vivant, la mémoire qu'on a de nos défunts, enfin tout, et lui-même, il avait, avec ses parfums jaunes, il avait créé un parfum pour la femme de son frère, et finalement son frère l'a gardé parce que ça lui a rappelé quelque chose et c'est venu nourrir quelque chose. Donc il y a cette idée que les fleurs sont aussi des organes qui nourrissent notre sensorialité et qu'il n'y a pas de présence au monde sans sensorialité. Et dans le désert, elles ont une odeur, alors ces fleurs-là qui... Alors, pour lui, oui. Et puis elles sont assez diverses. Et ils ont des techniques pour pouvoir capter l'odeur sans arracher la plante, parce qu'elles sont précieuses, elles sont rares. Donc ils ont des grosses cloches comme ça qui permettent de capter le parfum. Et il semblerait que lui, en tout cas pour lui, qui sait détecter tous les parfums de manière très très subtile, elles ont des parfums particuliers qu'il a après mis dans son immense base de données. Est-ce qu'il les a utilisés pour un parfum de grande marque? L'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, il continue à partir. Il m'avait aussi parlé d'une orchidée fabuleuse qu'il avait rencontrée en Californie et qui avait un parfum aqueux mais pas marin. Parce qu'il n'était pas iodé. Il sentait l'eau mais pas la mer. Et c'est fabuleux de pouvoir aussi avoir ce rapport-là au vivant. Ah oui, toutes ces nuances. Ouais. Et ça nous montre à quel point... Enfin, ce que j'ai aimé dans toutes ces histoires de sensorialité, c'est la gourmandise. C'est la gourmandise du vivant. Il y a 1000 manières de le regarder. C'est vrai. Et alors, vous nous parlez aussi des différents états de la fleur, hein, quand elle fane, par exemple. Oui, parce que je pense que dans mon observation des fleurs, et notamment dans ces moments de difficulté qui a renforcé mon intimité avec elles, il y a la question du rapport au temps et le fait de faner. Et je ne pouvais pas aborder les fleurs uniquement dans leur splendeur, parce que la vie, c'est pas ça. Et les fleurs, quand on en a dans son balcon ou quand on a un bouquet de fleurs à la maison, elles finissent par faner. Et ça fait partie de leur processus. Et on a du mal, nous, à garder des fleurs fanées, ou à les regarder se faner. Et là, j'ai pris appui sur une vision du monde un peu plus empreinte de philosophie japonaise, où c'est la périssabilité, le fait de se faner, de changer de couleur, de se flétrir. Il y a aussi une grâce dans ça, et qu'on peut apporter un regard... que la beauté n'est pas que dans la flamboyance, que la beauté est aussi dans la fragilité, dans le fait de se flétrir, dans le fait de rouiller, dans le fait de devenir un peu plus comme ça, un peu plus discret, un peu plus délicat. Et une autre amie aussi qui est conteuse et qui travaille beaucoup avec
les fleurs de rue, avec les herbes de rue, dit la même chose en fait. Que parfois, si on va jusqu'au bout du délitement, ça peut devenir absolument admirable. On va y revenir avec la culture japonaise dont vous parlez aussi dans votre livre. Alors on fait une petite pause pour savourer votre pensée. Alors duo Vedana, César Franck, sonate pour violon et piano en la majeur. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes dans Respiration. Réjeanne Despirac est avec moi pour la parution de son dernier livre, La puissance discrète des fleurs. Alors on parlait de la beauté des fleurs, y compris quand elles sont flétries. Ouais. Oui, c'est une notion qu'on retrouve beaucoup dans l'art japonais et dans la philosophie japonaise, avec une notion qu'on nomme wabi-sabi, et qui pointe du doigt la beauté de ce qui est éphémère, la beauté de ce qui est un peu cassé, la beauté de ce qui est un peu flétri. Et je trouve ça passionnant parce que c'est pas un regard qu'on a souvent dans nos sociétés qui valorisent la jeunesse, la flamboyance, l'apparat.
Et là, c'est tout l'inverse, en disant qu'il y a non seulement une grâce, mais sûrement une sagesse dans l'acceptation du temps qui passe et dans la capacité à retourner ça pour en faire de la beauté, de la grâce. Et moi, ça me bouleverse, cette vision, parce que ça raconte plein de choses. Et que si on prend ce temps-là, effectivement, ce n'est qu'une question de regard. On peut trouver beau une rose fanée. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que nous, on aime bien les choses neuves. Oui, et puis voilà, c'est fané, on jette, on remplace. Alors, c'était intéressant parce que la jeune fleuriste que je suis allée voir pour le livre, et celle qui était peintre avant et qui est toujours peintre à sa façon, elle me disait, mais aujourd'hui, il y a aussi tout un engouement pour les fleurs séchées. Oui. Alors vraisemblablement, ça vient d'une série américaine où c'était très mis en valeur, mais je trouve ça intéressant malgré tout, parce qu'avant on n'aimait pas, et maintenant on nous dit c'est beau. Alors parce qu'on nous dit c'est beau, on l'intègre. Donc ça veut dire que à partir du moment où on apprend à regarder les choses, on peut les trouver belles, même si c'était pas la norme de référence avant. Et ça, j'aime bien cette souplesse-là. Et la vie nous y invite, et les fleurs nous y invitent. Donc si on accepte cette souplesse-là pour les fleurs, c'est pas mal de l'accepter aussi pour nous. Certainement. Alors on parle aussi, on l'a déjà évoqué, mais des bienfaits des fleurs, de leur capacité de guérison. Oui, c'est un point essentiel dans notre rapport aux fleurs. Il y a donc déjà leur capacité biochimique, qu'on sait tous bien. On sait que la lavande, ça calme, que le romarin, ça permet de booster la vitalité, etc. Et puis il y a un autre aspect un peu plus méconnu, mais qui commence à rentrer dans les mœurs, c'est leur force énergétique, symbolique et énergétique. Et là aussi, aujourd'hui, c'est plus cartographié, c'est plus connu. Et sur ce sujet-là, sur les fleurs comme alliés de guérison, comme alliés pour des moments de vie, je suis allée à la rencontre d'une femme qui travaille en Inde 6 mois par an, bénévolement, pour un atelier de fabrication d'huiles essentielles artisanales avec des essences cultivées en Inde. Et elle, ça fait une 15aine d'années qu'elle fait ça. Et au fur et à mesure, quand quelqu'un arrive dans le magasin et qui va venir s'asseoir en face d'elle pour savoir quelle huile essentielle aurait été... Il peut acheter, et souvent c'est pas très conscient de la part des gens, ils veulent acheter quelque chose pour des cadeaux ou pour eux-mêmes, ils ont une idée assez arrêtée de ce qu'ils veulent. Mais elle est capable, et on revient à ce terme de présence, de les mettre là dans le moment, en face à face, de les écouter, de les faire parler, jusqu'à ressentir intuitivement, par la connaissance qu'elle a accumulée sur les fleurs et sur leurs propriétés énergétiques, de savoir quelle essence elle va pouvoir conseiller qui va aider la personne dans ce moment-là de sa vie. Et c'est fait aussi avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de délicatesse, qui fait que on se dit que c'est bien les fleurs qui lui murmurent à l'oreille quelle va être l'essence qu'elle va pouvoir conseiller. Et c'est passionnant. Il y a le jasmin autour de la question du pardon, l'oranger pour des questions de reprise de vitalité, etc. Et il y a des centaines d'espèces, et puis il y a des centaines de possibilités. Vous évoquez aussi, il me semble, les fleurs de Bach. Alors je les évoque peut-être pas nommément, mais en filigrane, il y a cette idée-là aussi, qu'à un moment, il se peut qu'une fleur ou une essence de fleur va rencontrer notre route pour venir soutenir des moments de vie. Et les fleurs de Bach en sont vraiment complètement l'illustration. Oui, alors après, c'est très codé. Souvent, c'est bien d'avoir un expert qui nous dit... de quoi on peut avoir besoin à un moment ou à un autre. Moi, j'aime bien aussi, et c'est dit dans le livre, que un symbole, c'est un signifiant sans signifier. C'est-à-dire que si chaque fleur ou chaque essence de fleur symbolise aussi ce que nous, on perçoit qu'elle va nous apporter, et que si le conseil est bon, le ressenti personnel est bon aussi, et que ça peut être une invitation aussi à nous connecter à notre ressenti, et à qu'est-ce qui se passe pour nous au contact d'une fleur ou d'une essence de fleur, et à faire confiance à ça, parce que c'est aussi notre relation au vivant qui se joue. Tout à fait. Alors je voudrais lire un petit passage, toujours dans cette idée, à propos du docteur Esther Sternberg, directrice de recherche en médecine intégrative à l'Université d'Arizona. Vous écrivez:
En bonne scientifique, au début, Esther ne voulut pas y croire. Un lieu pouvait-il vraiment avoir une incidence sur la santé ? Intriguée, elle se mit à chercher. Une étude, notamment, retint son attention. Parue en 1984 dans la revue Science, elle montrait que parmi les patients hospitalisés pour un même acte de chirurgie, ceux qui disposaient de chambres avec vue sur des arbres guérissaient plus vite, avec un moindre besoin en médicaments antidouleurs que ceux dont les fenêtres donnaient sur un mur de briques. L'étude concluait que la simple vue des plantes pouvait avoir été un impact positif direct sur le mieux-être des patients. Depuis, elle a été maintes fois reproduite. Elle a toujours donné les mêmes résultats. Ouais, ça c'est passionnant parce qu'on vient d'évoquer les propriétés biochimiques et énergétiques des fleurs. Mais là, ce que dit cette étude et bien d'autres derrière, que je cite dans le livre, et bien d'autres scientifiques. Vous avez cité Steinberg, il y a aussi Cathy Willis qui est ethnobotaniste en Angleterre. C'est cette idée que la nature nous fait du bien par le simple fait qu'elle existe à nos côtés. C'est-à-dire qu'au-delà de leurs propriétés biophysiques, énergétiques, leur simple présence est guérisseur. Donc il y a cette histoire d'arbres dans les hôpitaux, il y a pour Cathy Willis le fait de se promener dans le jardin botanique de Kew Gardens en Angleterre, qui est beaucoup plus satisfaisant pour la santé, étude à l'appui, que d'aller marcher en ville. Et il y a eu des tas d'études comme ça, une étude au Japon où si on met un bouquet de fleurs sur la salle de réunion d'une entreprise, les employés vont se sentir significativement mieux, pareil, marqueur physiologique et psychique à l'appui, que s'il n'y avait pas le bouquet de fleurs. Donc la simple fréquentation du vivant, à nos côtés, nous est non seulement utile, mais essentielle pour notre bien-être. Et ces études-là, elles sont passionnantes. Et Steinberg en a fait une science à part entière. Elle appelle ça les healing spaces, les espaces guérisseurs. C'est-à-dire quelle réflexion on porte sur la qualité des lieux, et notamment des lieux de soins. Quelle qualité sensorielle dans la lumière, dans l'espace, dans les photos d'arbres qu'on met au mur, les vues sur lesquelles donnent nos fenêtres, parce que ça participe au processus de guérison. Et oui, on connaît aussi les vertus de la sylvothérapie aujourd'hui. Tout à fait. Et là, les Japonais sont très, très calés et très pionniers là-dessus. Le fait de fréquenter des forêts, des bains de forêt, nous baisse tous nos marqueurs d'anxiété, de stress, de préoccupation. Donc, une fois ces marqueurs-là diminués, permet à nos corps de retrouver leurs ressources et de retrouver leur capacité de guérison et de nous remettre en santé. Et voilà, je m'occupe d'une série documentaire qui s'appelle Pépites de sagesse, où je vais interviewer des personnes âgés qui œuvrent en conscience sur différents sujets depuis des décennies. Et le dernier en date, c'est l'ingénieur forestier suisse Ernst Zurcher, qui est aussi comme ça très complice avec les arbres et avec les forêts. Et lui met en avant la qualité des canapés forestiers, la possibilité de pouvoir aller s'asseoir en forêt 1 heure de temps en temps, régulièrement, pour soi, pour des classes, parce que ça participe à notre bien-être. Et parce que la simple présence des êtres à nos côtés, des arbres, des végétaux, des fleurs, est indispensable en réalité à notre qualité de vie au sens large. Et le Japon étant une culture, enfin dans ce côté traditionnel, avec une attention à la nature. Clairement, hein. Ouais. Et je pense qu'il est intéressant de parler de la voix des fleurs. De l'ikebana. Carrément. On a tous, si on a entendu parler d'ikebana, on sait que c'est un art floral. Donc on imagine vraiment ça comme un art du bouquet où les choses doivent être très précisément mises à certaines hauteurs avec certains végétaux, ce qui est vrai. Mais en réalité, ce qu'on sait moins, c'est que c'est un art presque martial et une voie spirituelle. Comme il y a dans toutes ces philosophies extrême orientale, quelque chose où la spiritualité doit être incarnée par le geste. Il y a la calligraphie chinoise, ou la manière dont on va calligraphier, poser
le pinceau sur le papier et tracer la lettre, va dire beaucoup de la manière dont on est centré, fluide, en lien à la fois avec le sol et le ciel, avec la terre et le ciel. De la même manière, il y a une voie de l'arc, où la manière dont on va tirer une flèche n'est pas juste un exercice physique, un sport, mais vraiment une voie spirituelle, où le moment où la flèche va partir et là où elle va aller dit beaucoup de la manière dont on est centré, relié avec la terre et avec le cosmos. Et l'ikebana est en réalité la même chose. C'est-à-dire que quand on se frotte à cet art du bouquet, c'est aussi une manière d'entrer dans une salle, de se poser devant son matériel, devant les fleurs qui sont à disposition, devant le vase qui va servir de capteur de la beauté, et comment petit à petit, dès le début, dans la manière dont on va se saisir du sécateur, dont on va considérer une fleur, dont on va la poser, dont on va la mettre en harmonie avec les autres, à différentes hauteurs, en fait on se met à sculpter l'espace. On ne fait pas juste un bouquet. On sculpte l'espace, on se met en relation avec le moment, et là, ça dit beaucoup de notre état de présence. Donc c'est une voie. C'est une voie spirituelle qui passe par les fleurs. Qui dit voie spirituelle, dit respiration. Et on va en parler après cette dernière pause musicale, où là, je vous invite, belle fleur que vous êtes, à délier vos articulations. Rien de mieux pour ça que de la bonne soul avec All Green, Love and Happiness. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Love and happiness, yeah, something that can make you do wrong, make you do right, yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Oh. I'll be good to you. We'll be together, yeah. To see each other, walk away with victory, yeah. Oh, baby, love and happiness. Oh, yeah. Love and happiness. Oh. Hey, hey. Make you do right, and love will make you do wrong.
Alors, je suis toujours avec Réjeanne d'Espirac pour la puissance discrète des fleurs. Et ce qui m'avait frappé dans votre livre, c'était ce lien avec la spiritualité dans la relation aux fleurs. Oui, je crois qu'en filigrane, c'était là dès l'intention du livre, dans cette spiritualité du quotidien, qui est au final, j'ai beaucoup écrit sur les sujets en lien avec la spiritualité, avec les sagesses, et ça m'a fait faire de grandes boucles et de grandes expérimentations de toutes sortes. Et aujourd'hui, tout ce que ce chemin et ces explorations m'ont permis, c'est de pouvoir regarder la vie, le vivant, avec un regard, je l'espère, plus plein d'esprit ou de bonté ou d'ouverture du cœur. Et dans ce regard sur les fleurs, il y a aussi cette spiritualité qui est de se dire... c'est aussi déjà la magie du vivant et que la vie ne m'appartient pas, que ces clés sont d'une complexité folle et que toute ambition de maîtrise est vouée à l'échec. Et que, au contraire, quand on arrive à se relier au plus ordinaire, au plus quotidien, comme une fleur, et à en voir toute la fragilité, la délicatesse, la magie, la complexité, moi, en tout cas, ça me permet de regarder tout avec ce même regard. Mon fils qui grandit, un monde qui se délite à des tas d'endroits, et c'est à la fois extrêmement perturbant, mais moi, ça vient me toucher en plein cœur dans ce que j'ai de plus humain, et j'aime cette fragilité-là. J'aime la capacité de pouvoir me relier et être touchée, et je crois que là se tisse la possibilité de sentir que nous faisons matière commune. C'est-à-dire que dans ce que sont les fleurs et dans ce que je suis, finalement c'est la même matière qui est totale sensibilité, totale possibilité d'être, et que ça prend des expressions différentes chez les uns, chez les autres, et que cette expression différente est le jeu même de la vie, que toutes les fleurs sont différentes, qu'elles ont une variété absolument dingue, comme les humains sont tous différents, dans une variété qui fait parfois froid dans le dos, mais c'est aussi le jeu de la vie, que de raconter des histoires folles, des histoires de beauté, des histoires de tristesse, des histoires de tendresse, et que cette nourriture-là du monde, les fleurs nous le donnent à voir, et que c'est la matière même de la vie, et que même si je ne comprends pas toujours le jeu, il m'appartient de le jouer de la manière la plus élégante possible, comme les fleurs le font. C'est une jolie conclusion. Et c'est vrai qu'elles sont souvent associées à des moments sacrés. Tout à fait, ouais. Au Népal, où je suis allée cette année, j'ai eu cette chance. Il y a partout des petites fleurs jaunes, un peu jaune-orange, avec de la poudre rouge sur des petits espaces, des petites sculptures qui attestent d'une présence du sacré. Oui, je crois que dans plein de traditions dans le monde, il est évident pour l'homme, quelle que soit sa culture, que la célébration, la communion avec le divin doit passer par une fleur, parce qu'elle est ce symbole de la beauté qui surgit, de l'infiniment grâce, de l'infinie diversité. Et donc c'est vrai au Népal, c'est vrai à Bali, c'est vrai en Inde, et c'est vrai dans nos propres traditions aussi. Je me suis rendu compte un jour au Pays Basque que dans les traditions basques, il y a beaucoup de fleurs, de tiares de fleurs comme ça qui sont portées par les hommes au moment des danses de printemps. Et un anthropologue m'expliquait, et c'est dans le livre, qu'en réalité c'était des traditions qui étaient faites au cœur de l'hiver, non pas pour évoquer le printemps, mais pour l'invoquer. Que c'était une tradition magique où l'homme se couvrait de fleurs pour pouvoir dire au Dieu ne nous oublie pas. Reviens. Exactement, ne nous oublie pas. Regarde, c'est ça qu'on veut. On veut que les fleurs réouvrent, que les cultures puissent renaître. On veut pouvoir avoir accès de nouveau à la vie dans son abondance. Et
Et on le voit bien qu'on met des fleurs dans nos mariages, et on met nos fleurs dans nos enterrements, on met nos fleurs sur nos tombes, parce que c'est le symbole ultime de la liaison entre le terre et le ciel, entre les vivants et les morts, entre hier et demain. C'est vraiment l'augure du vivant en permanence. Et tant qu'il y a fleurs, il y a possibilité de vie et il y a possibilité de lien. Et de renaissance peut-être. Exactement. Et j'évoque dans le livre, en rapport avec ce thème de se fleurir et de se refleurir, les femmes qui, après un cancer du sein, font le choix, plutôt qu'une reconstruction ou après une reconstruction mammaire qui ne s'est pas très bien déroulée, de se faire tatouer. Parce qu'on sait que dans le tatouage, il y a cette idée de renaissance, en tout cas d'imprimer dans le corps une nouvelle étape de vie, et que la fleur est le symbole ultime qu'elles choisissent parce que c'est le symbole de la renaissance, encore et encore. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. On vous lira avec plaisir cet été, je trouve. C'est le moment parfait pour lire La puissance discrète des fleurs. Eh bien, un grand merci. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans Respiration, chers auditeurs, mardi 8 juillet, pour un thème qui est Chin-Tai-Do et connaissance de l'être. Je vous proposerai une conversation avec Patrice Van Hersel autour de la parution de Le Soleil est-il conscient chez Très Daniel. D'ici là, portez-vous bien et couvrez-vous de fleurs. Respirez-les, regardez-les, aimez-les. Et un grand merci à Armand Gury pour la technique. Merci. 5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Vous écoutez Aligre FM 93.1.